Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, bienvenue pour ce Facebook Live que je vais consacrer pendant 1 heure. Donc, si vous avez des questions, ben, comme d'habitude, hein, c'est sur le chat que ça se passe. Vous pouvez poser vos questions sur le chat et puis j'essaierai d'y répondre. Donc, ce soir, c'est ce qui concerne un comportement que beaucoup de personnes peuvent avoir, que ce soit à différents niveaux, en fait, que ce soit un niveau vraiment l'autosabotage, je dirais. Il y a des personnes qui sont dans l'autosabotage de manière quotidienne. Et puis, vous avez d'autres personnes où c'est par rapport à vraiment une personne, un événement, un projet. Voilà, c'est vraiment ça peut être très ponctuel, mais c'est très embarrassant parce qu'en fait, ça empêche vraiment d'avancer dans la vie. Et en fait, cet auto-sabotage, eh bien, quelque part, on a du mal à le contrôler, à le maîtriser. C'est plus fort que nous, c'est-à-dire qu'il y a comme s'il y avait une volonté inconsciente, non pas de nuire, mais en tout cas de faire en sorte que on ne puisse pas avancer, qu'on ne puisse pas faire ce qu'on souhaite faire, et en fait, là, ça peut carrément nous bloquer, et en tout cas nous entraîner des sacrés désagréments, des sacrés problèmes par rapport aux autres et par rapport à notre vie professionnelle ou personnelle ou autre. Donc, je vais vous parler de l'auto-sabotage. C'est vraiment une réaction de comportement qui est tout le temps, je dirais, conditionnée par des petits blocages inconscients ou des gros blocages inconscients qui généralement vont trouver leur origine dans l'enfant intérieur. Donc, je vais étoffer le sujet avec différentes choses. L'auto-sabotage, ça peut très bien commencer par ce qu'on appelle procrastiner. C'est-à-dire qu'une personne qui procrastine, je rappelle juste vite fait la définition, c'est une personne en fait qui remet toujours à plus tard, qui remet toujours le lendemain ce qu'elle devrait faire là maintenant ou ce qu'elle a projeté de faire sur son agenda. C'est-à-dire elle se dit bah ouais ok là je vais poser telle date, je dois appeler telle personne, je dois prendre rendez-vous avec telle personne, que ce soit à la limite peut-être pour faire des travaux chez soi, que ce soit pour prendre soin de soi, que ce soit pour l'entretien de la voiture, des choses comme ça. La personne se dit, ben, c'est vrai que là, j'ai fortement envie que chez moi, je sais pas, que le plombier vienne dépanner le lavabo de ma salle de bain ou vienne dépanner ma baignoire, des choses comme ça. Mais je procrastine et en effet, tous les matins, quand je prends ma douche, eh bien, c'est bouché, je peste. Mais tant que personne ne décroche le téléphone pour appeler le plombier, eh bien, ça n'arrive pas. Et en effet, la personne va procrastiner comme ça, c'est-à-dire qu'elle entretient, je dirais, c'est comme si elle entretenait involontairement, eh bien, un certain mal-être. Donc là, ça peut être un mal-être par rapport à mon exemple, si c'est des travaux à faire dans la maison. Si c'est le contrôle technique de la voiture, on se dit, ben ouais, c'est vrai, je dois appeler, je dois appeler, je dois appeler. Et on sait pertinemment qu'on risque de se prendre une prune, mais c'est plus fort que nous. On ne va pas se relever les manches, se retrousser les manches et puis se dire, bah, ok, je prends rendez-vous, j'acte les choses, je passe à l'action, et puis enfin, je serai débarrassé de ce truc-là. Ça, c'est des petits exemples, je dirais, de la vie quotidienne. Mais pour d'autres personnes, c'est beaucoup plus profond, les conséquences peuvent être beaucoup plus graves. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui, par exemple, vont s'auto-saboter dans leurs relations sentimentales. C'est-à-dire que, à la limite, au moment où donc ce sont des personnes qui vont entretenir une relation bah, de couple ou une relation naissante de couple, et puis lorsqu'elles vont se rendre compte, consciemment ou inconsciemment quelque part, que cette relation, bah ouais, elle prend forme, ça risque d'être sérieux, eh bien, elles vont tout faire pour saboter cette relation. Elles vont à la limite mettre en place des stratagèmes de manière à ce qu'on ne plaise plus à son conjoint, à son ou sa partenaire, de manière à ce que la relation capote. Et puis, ben, malheureusement, au bout d'un moment, peut-être qu'il y aura une certaine lassitude de la part de l'autre, et puis la relation risque de s'arrêter. Et ça peut être aussi des autosabotages dans la vie professionnelle, hein. Vous avez des personnes qui sont chefs d'entreprise. Alors, j'avais pas vu ouais, toutes les personnes là, qui étaient là. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Mégane, hop, Sylvie, ok. Bon, il y a du monde, ok. Donc, ça peut être aussi sur un plan professionnel, en fait, l'autosabotage, c'est de se dire, eh bien, il y a des personnes qui sont à leur compte, qui sont complètement dans l'autosabotage, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir des difficultés financières, et puis en fait, elles ont des frais qui quelque part fondamentalement ne leur servent à rien, mais elles vont continuer à entretenir ces frais en se disant, elles savent très bien qu'elles quelque part, si elles ne louaient pas certains locaux, si elles ne faisaient pas appel à certaines entreprises qui leur coûtent trop cher, eh bien en fait, ça leur bénéficierait par rapport à leur trésorerie, puisqu'elles n'ont pas forcément un besoin essentiel de ces entreprises ou de ces locaux. Mais inconsciemment, ça les rassure d'avoir ça et ça va leur plonger quand même leur trésorerie, mais elles vont se conforter là-dedans. C'est une sorte d'auto-sabotage. Donc la procrastination, c'est une sorte d'auto-sabotage.
Ça se manifeste vraiment sous différentes formes. Et ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que, je leur ai dit, mais ça ne se contrôle pas. C'est-à-dire que c'est plus fort que la personne. Alors, il y a un phénomène qui est intéressant, c'est peut-être que cette personne, par exemple, elle a ce qu'on appelle une sorte de syndrome d'addiction au stress. Donc ça, c'est vraiment super intéressant, c'est-à-dire que si inconsciemment, le stress est une sorte de moteur pour vous, c'est une sorte de carburant. C'est-à-dire que vous avez une sorte d'addiction au stress. C'est-à-dire que pour vous, si vous n'êtes pas en état de stress, eh bien, vous n'avancez pas. Et donc, inconsciemment, vous allez créer des situations, vous allez créer des événements qui vont vous mettre en stress. Généralement, c'est des petits stress, mais c'est des stress de la vie quotidienne, c'est des stress en permanence. Et parce qu'il vous faut une certaine pression pour avancer, il vous faut une certaine pression pour passer à l'action. Mais cette addiction au stress, eh bien, en fait, d'une part, en effet, elle vous engendre du stress. Il y a peut-être des personnes qui dépendent de vous et qui donc, en fait, vont vous en vouloir parce que vous n'êtes jamais à l'heure, parce que vous ne faites pas les choses comme il faut, parce que vous vous y reprenez à plusieurs fois pour faire les différentes choses. Elles attendent après vous, mais vous, comme vous avez besoin de ce stress, c'est votre carburant, eh bien, vous générez vous-même des situations stressantes. Mais ça se transforme quelque part en auto-sabotage, c'est-à-dire que cette addiction au stress va vous faire entraîner une dépense d'énergie qui va être largement supérieure à ce que ça vous demandera en temps normal. Imaginons une personne qui doit intervenir chez un client. Première chose, en effet, quelque part, elle sait qu'elle a rendez-vous à 10 heures chez son client. Elle se dit, bah ouais, je sais que j'en ai pour 20 minutes à aller chez mon client. Mais comme par hasard, chez ce client-là, elle n'arrivera pas à 10 heures. Elle arrivera à 10h10, 10h15, avec un petit mot d'excuse. Je dirais, voilà, bah oui, il y avait des bouchons, il y avait ceci, il y avait cela, sachant qu'elle le sait très bien que, bah, à la limite, sur sa route, il peut y avoir des impondérables, un accident ou autre. Et généralement, quelqu'un qui ne serait pas dans cette addiction au stress, qui ne serait pas dans cette auto-sabotage, eh bien, se dit, OK, j'ai rendez-vous à 10 heures, j'en ai pour 20 minutes, je pars à 9h30 de chez moi. Comme ça, je sais que j'arrive 10 minutes en avance, j'ai 10 minutes de marge, eh bien, ça me permet d'arriver tranquille, serein à mon rendez-vous. Et à la limite, je sais très bien que le temps que je me gare, à la limite, je peux passer peut-être un ou deux SMS, voilà, avant mon rendez-vous, et j'arrive complètement paisible à mon rendez-vous. Donc l'addiction au stress, c'est un blocage émotionnel hein, que certaines personnes peuvent avoir. Il y en a sûrement qui doivent se reconnaître parmi vous. Là, vous êtes 22. Je pense que si vous regardez le Facebook Live, c'est que vous êtes un petit peu concerné par le sujet. Et donc, bah, ça, on n'y peut rien. Consciemment, on n'y peut rien. Inconsciemment, on y peut quelque chose. C'est-à-dire que c'est donc un petit blocage émotionnel, qui est certainement en relation avec l'enfance. C'est-à-dire qu'on a besoin, c'est un besoin qu'on peut avoir de se mettre dans cette position de victime. Je m'explique. En fait, tout est lié, quoi. C'est-à-dire que, je sais pas si vous connaissez le triangle de Cartman, où vous avez, je dirais, trois scénarios, trois positions dans des relations. Vous avez le bourreau, le sauveur et la victime. Je répète. Vous avez, dans des relations interpersonnelles, vous pouvez prendre différentes positions. Soit une position de bourreau, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est vous qui allez vous plaindre, c'est vous qui allez peut-être manifester une certaine colère, ou en tout cas manifester certaines choses vis-à-vis des autres qui font que c'est vous qui avez le, entre guillemets, le pouvoir sur les autres. La notion de sauveur, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont se mettre en position de, bah ouais, ok, je comprends que tu as un problème, je comprends que, j'entends en tout cas que tu as un problème, j'entends que tu as des difficultés, eh bien, super, moi je peux te venir en secours, je prends cette position de sauveur. Et puis vous avez des personnes qui vont prendre la position de victime. Et alors là, les victimes, eh bien forcément, elles sont toujours victimes d'un bourreau et elles vont assez souvent chercher un sauveur, c'est-à-dire quelqu'un qui va être en empathie avec elles ou en tout cas qui va les comprendre et qui va surtout, je dirais, pouvoir euh, eh bien, faciliter l'écoute par rapport à leurs problématiques et peut-être leur trouver des solutions. Mais ce qu'il y a, c'est que le sauveur, généralement, ne va pas chercher à trouver des solutions pour que la personne se trouve elle-même ses solutions et se sort elle-même de la situation dans laquelle elle est. La personne qui est vraiment dans sa position de sauveur, eh bien, je dirais, elle va vraiment lui dérouler le tapis rouge. Elle va faire en sorte que la personne qui est victime, qui se met en position de victime, en tout cas, eh bien, ok, bah, je vais faire ce que je peux de mon côté, je vais dépenser de l'énergie pour toi. Donc, la personne qui se met en position de sauveur, eh bien, ce sont des gens qui, justement, vont dépenser beaucoup d'énergie qui leur est propre
pour venir au secours de la personne qui se met en position de victime. Et la personne qui est en position de victime, généralement, ce sont des gens qui viennent pomper l'énergie des autres, ce sont des gens qui viennent sucer la moelle des autres, parce que les autres, ils ouvrent, c'est open bar, ils ouvrent vraiment leurs portes, et puis bah vas-y, viens te servir, et puis bah celui qui est victime, je dirais, bah, il profite complètement. Il y en a certains, en tout cas, qui peuvent profiter de cette situation. Mais tout ça, ce sont des réactions tout à fait inconscientes. Alors, pourquoi tout ça? Eh bien, tout simplement parce que quand on a les deux jumeaux qui vivent ensemble, il faut vraiment s'imaginer qu'il y a une fusion au niveau de l'amour des deux, c'est-à-dire que vraiment les deux jumeaux ne forment quelque part qu'une seule entité, une seule personne, dans le sens où il y a vraiment un amour énorme qui existe entre les deux, quoi. Et au moment où il y en a un qui décide de partir, donc dans la psyché de celui qui reste, il peut se passer différentes choses, notamment c'est, ben oui, mais moi, celui ou celle que j'aimais le plus est parti. Désormais, je n'aurai plus la possibilité d'être heureux, je n'aurai plus la possibilité d'être amoureux aussi, dépendance affective. Je n'aurai plus la possibilité en fait de vivre complètement ma vie. Et cette représentation psychologique peut faire plus tard que ce sera quelqu'un qui sera dans l'auto-sabotage puisqu'il se dit je n'ai pas le droit d'être heureux. Donc en fait, je n'ai pas le droit de réaliser certaines choses, je n'ai pas le droit de réaliser des choses qui vont me faciliter la vie ou qui vont m'apporter de la joie, etc., etc., ou qui vont me faciliter la vie parce qu'il se met inconsciemment dans cette position de victime. Puisque le bébé, vraiment, aura vécu cette séparation de manière dramatique. Donc là, c'est par rapport aux jumeaux perdus. Mais si on prend par rapport à des événements pendant l'enfance, eh bien c'est tout à fait pareil. C'est-à-dire que, imaginons qu'il y ait un des parents, ou les parents par exemple, de l'enfant, qui ne montre pas forcément suffisamment d'amour envers cet enfant, qui peuvent lui reprocher beaucoup de choses, qui peuvent en fait ne pas forcément le mettre en avant dans sa vie, le féliciter, tout ça, eh bien l'enfant inconsciemment peut se programmer cet état de fait, c'est-à-dire bah, je n'ai pas le droit d'être heureux, je n'ai pas le droit de comment dire d'être satisfait, et donc inconsciemment à l'âge adulte ça va se répercuter par de l'autosabotage, par cette position de victime. Donc c'est super intéressant du coup en séance eh bien d'aller chercher vraiment certaines origines émotionnelles qui sont la cause de tout ça. C'est-à-dire que moi en séance, je vais aller chercher vraiment je vais permettre à cet enfant intérieur qui a eu une souffrance, je vais lui permettre en fait d'exprimer cette souffrance, d'exprimer ce qui vraiment la visualisation que j'en fais, bah, c'est comme si l'enfant était recroquevillé sur lui-même, se fermait à la vie et se disait ben non, je n'ai même pas envie de voir ce qui se passe autour, je n'ai même pas envie de ressentir la vie quelque part, je me ferme à ce qui existe, je me ferme à ce qui m'arrive, à ce qui me vient. Juste le fait de mettre de l'attention sur cette souffrance, de l'attention sur ce qui vient le bloquer et de le faire retrouver une certaine énergie d'amour, de le rassurer, comme quoi, en fait, quelque part, eh bien, il a tout à fait le droit de se redresser, hein, vraiment il y a une sensation d'être recroquevillé, de se redresser, et du coup de reprofiter à nouveau de ce qui lui arrive, eh bien ça transforme carrément cette énergie de l'enfant intérieur qui pouvait être là dans de l'autosabotage, dans une victimisation, et petit à petit, eh bien on se sent beaucoup plus en paix. Mais ce qu'il y a, c'est que dans la séance, quand la séance de constellation, en fait, on se sent, en incarnant cet enfant intérieur, on se sent plus en paix, eh bien, c'est-à-dire que c'est vraiment une traduction de ce qui se passe chez la personne qui était dans cet autosabotage, qui était dans cette hyper-victimisation. Et donc, elle ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est impressionnant parce que c'est vraiment au niveau de son cerveau, au niveau des programmes qui étaient mis dans son cerveau, que ça va basculer. Et du coup, elle ne sera plus dépendante de cet enfant intérieur qui était en souffrance. Donc, pour en revenir à la dépendance au stress, eh bien, c'est une notion un peu différente, hein. En fait, je vous retrace différentes choses qui font qu'on peut être dans l'auto-sabotage. Là, je vous ai parlé justement de ce qui est de cette victimisation. L'addiction au stress, ça vient aussi se cumuler, ça vient soit se cumuler à cette notion ou bien alors c'est complètement indépendant, c'est-à-dire qu'une personne peut très bien être uniquement dépendante au stress
et ne pas avoir eu forcément un jumeau perdu, ne pas avoir subi de dévalorisation quand elle était enfant. Mais par contre, pour elle, c'est une manière d'avancer, hein. C'est vraiment le stress est vraiment son carburant. Et ce qui est dommage parce que, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, eh bien, la personne va dépenser énormément d'énergie. Ça va vraiment, je dirais, la vider énergétiquement. Elle va faire beaucoup de choses. Il y a une expression qui dit quand on n'a pas de tête, on a des jambes. C'est-à-dire que vous avez des gens qui oublient très, très souvent leurs affaires. Et donc, en fait, bah ouais, si j'y pense pas que j'ai pas ma tête, bah, du coup, j'ai mes jambes pour courir. Parce que là, du coup, il faut que je speed, il faut que je me presse à aller chercher ce que j'ai oublié et tout ça, quoi. Donc l'addiction au stress, c'est pareil, c'est un mécanisme qui va se mettre en place généralement au moment de l'enfance, c'est-à-dire que pour avancer, si je veux réaliser certaines choses, eh bien ça ne peut pas être dans le calme, ça ne peut pas être dans la paix, ça doit être obligatoirement avec un certain stress, une certaine précipitation. Donc en fait, je parle de précipitation pour le stress parce que souvent l'enfant c'est ce qu'il va ressentir, mais en fait il y a une assimilation qui est faite entre une situation stressante et passer à l'action. Et le cerveau, quelque part, ne fait pas la différence entre le réel, le virtuel, le symbolique et l'imaginaire, et donc il va assimiler les deux. Il va se dire, ok, pour faire des choses, pour avancer, eh bien je dois être automatiquement stressé. Mais ça a été conditionné dès l'enfance. Et en fait ça se répercute après à l'âge adulte. Et ce qui se passe, c'est que l'adulte, lui, eh bien, peut être justement dans cette situation d'auto-sabotage. C'est-à-dire qu'il va lui-même se créer des situations stressantes, il va lui-même faire en sorte d'être stressé, il va se créer lui-même des difficultés dans la vie lorsqu'il doit faire des choses, mais parce que c'est son moteur, quoi. Alors il y a Valérie qui me pose une question, comment peux-tu voir tout ça? C'est d'après ce que les personnes disent, ou tu ressens les choses ou les autres? En fait, ce dont je vous parle à chaque fois que je fais un Facebook Live, quelque part, eh bien, c'est par rapport à de l'expérience que j'ai pu vivre avec des personnes qui m'ont consulté. La personne vient avec une problématique et moi je vais aller chercher, ça s'appelle de la canalisation, mais c'est ce qu'on fait en constellation familiale et systémique, soit en groupe, soit en individuel. C'est-à-dire qu'on va aller chercher l'information. On va aller chercher le ressenti émotionnel qui bloque la personne là, à l'instant présent. Alors, ça paraît un peu bizarre, mais ça se fait en fait très très bien, quoi. Quand on est sur des transmissions transgénérationnelles, par rapport à une problématique, une personne qui est hyper anxieuse, hyper stressée par exemple, ou une personne qui fait des répétitions de scénarios de vie, etc., etc. Enfin, j'ai fait différents Facebook Live, donc j'en ai fait plusieurs sur tous ces sujets-là. Eh bien, en fait, en constellation, on va se dire, ok, sûrement que cette répétition de scénario de vie n'appartient pas à la personne, et on va aller chercher dans les généalogies au-dessus, quel est l'ancêtre qui a pu être en souffrance, quel est le non-dit émotionnel qui est caché, en fait, c'est un non-dit émotionnel, donc on ne sait pas ce que c'est, quel est ce non-dit émotionnel qui a pu vivre l'ancêtre et qui vient aujourd'hui influencer la personne. Donc ça s'appelle faire une constellation ou de la canalisation. Et donc on se met directement vraiment dans la peau de cet ancêtre, même si on ne sait pas qui c'est exactement, peu importe. On se met dans la peau de cet ancêtre et on lui permet d'exprimer ses souffrances, on lui permet d'exprimer en fait ses non-dits émotionnels. Le fait de les exprimer, de mettre de la conscience dessus et de l'attention dessus, ça fait un premier travail de libération. C'est-à-dire qu'ok, d'un seul coup, il y avait quelque chose qui embêtait la personne, là c'est mis en lumière. Ah, maintenant je sais ce que c'est. Et après la personne, en conscience, va pouvoir rendre à cet ancêtre ce qui ne lui appartient pas. Ça peut être tous ses stress, toutes ses colères, toutes ses angoisses. Hein, imaginons s'il y a eu un ancêtre qui a été au front et qui a vécu d'énormes stress. On a eu l'exemple en constellation de groupe par exemple, une personne qui avait des problèmes de thyroïde. Alors tout ce qui est thyroïde, c'est le rapport au temps. L'hyperthyroïdie, inconsciemment, la personne se dit je dois faire un maximum de choses en un minimum de temps. Je dois vraiment me presser, être tout le temps assez speed pour faire tout ce que j'ai à faire. Et donc ce sont souvent les personnes, il y en a qui ont de l'hyperthyroïdie, et ce sont des personnes qui ont un débit de parole très très élevé. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, la glande thyroïde va faire en sorte d'envoyer des hormones thyroïdiennes pour augmenter la vitesse du métabolisme, de manière à pouvoir être de plus en plus rapide dans l'exécution des gestes et de ce qu'on a à faire. C'est une réaction normale. Et par contre, l'hypothyroïdie, c'est je voudrais avoir plus de temps pour faire ce que j'ai à faire, je voudrais que le temps ralentisse.
Donc l'hypothyroïdie, j'envoie moins d'hormones thyroïdiennes dans l'organisme, et donc mais le but c'est vraiment de ralentir la personne, quoi. Donc une personne qui consulte en séance par rapport à un problème d'hyperthyroïdie, ce qui est ressorti, c'est que c'était un ancêtre qui sur le front devait aller prévenir le reste de la troupe. C'est ce qu'il en est ressorti, c'est ce qu'il a verbalisé, c'est ce que la personne qui incarnait cet ancêtre a capté, a canalisé. Il y avait un danger imminent et il devait se presser pour aller prévenir, je dirais, les autres soldats ou le reste de la troupe. En fait, il y avait vraiment sûrement qu'il est décédé au combat avec ce gros stress là de devoir se dépêcher pour aller prévenir les autres. Et c'est ce qui se transmettait à la personne vivante aujourd'hui, et c'est ce qui conditionnait son hyperthyroïdie. Donc il y a eu mise en lumière, prise de conscience de ce problème, et après c'est, ok, mais ton problème de stress par rapport au temps, ton problème de stress de devoir te presser, ne m'appartient pas, je te le rends. Voilà, donc ça se passe comme ça. Donc pour répondre à ta question, Valérie, voilà, c'est ce qu'on appelle de la canalisation, mais c'est ce que je fais à chaque fois en séance. C'est vraiment aller chercher le nœud émotionnel, le non-dit émotionnel, soit par rapport à l'enfant intérieur de la personne, soit par rapport à des parents, et c'est cette mise en lumière, et la personne se libère en fait de cette loyauté qu'elle peut avoir envers un ancêtre ou envers ses parents. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. Donc, l'auto-sabotage, c'est quelque chose qui peut vraiment, je dirais, polluer la vie d'une personne, mais lorsque cette personne est en couple ou bien lorsqu'elle est avec des collègues, eh bien, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire que au sein du système dans lequel évolue la personne, au sein d'une équipe professionnelle dans laquelle peut évoluer une personne, eh bien, si elle a ce syndrome d'auto-sabotage, eh bien, quelque part, elle peut se faire mal voir des autres, alors que c'est plus fort qu'elle, c'est-à-dire qu'elle va mal faire les choses, elle va oublier des outils à un endroit, elle ne va pas forcément bien écouter son agenda, bien respecter les horaires et tout ça. Mais c'est plus fort qu'elle, c'est-à-dire que c'est un besoin, c'est comme si c'était un besoin de devoir se mettre dans cette position de victime, dans cette position de ouais, j'y peux rien, c'est pas de ma faute, je sais que je suis entre guillemets responsable, mais je ne veux pas assumer cette responsabilité. Donc si on revient sur la notion de responsabilité, c'est quelque chose qui est aussi très important, puisque imaginons un enfant à qui on a confié peut-être trop de responsabilités lorsqu'il était jeune, et puis quand il était vraiment enfant et que ça lui est retombé dessus, eh bien peut-être que inconsciemment, à l'âge adulte, il aura énormément de mal à assumer ses responsabilités, ce qui fait que si jamais on lui en demande de trop, il peut se mettre dans l'auto-sabotage pour justement ne pas satisfaire les responsabilités auxquelles il doit faire face. Voilà, ça fait partie des différentes possibilités qui pour moi apparaissent aujourd'hui quand j'ai des personnes qui viennent en consultation par rapport à l'auto-sabotage. On a eu aussi donc en constellation de groupe, en fait, cette notion de ne pas se sentir légitime. C'est-à-dire que, je dirais, c'est ne pas se sentir légitime dans qui on est, dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des personnes qui, en fait, sont excellentes dans leur domaine, vraiment, voilà, elles maîtrisent complètement le sujet, et vis-à-vis de leurs clients, vis-à-vis de leurs collègues, en fait, elles ne se sentent pas légitimes à exercer le métier qu'elles font. Elles ne se sentent pas, c'est un peu comment ça s'appelle déjà? C'est le syndrome du, vous allez peut-être me le dire, ouais, autosabotage. Dans l'autosabotage, il y a une notion alors, autodestruction, ça me paraît un peu fort, parce que autodestruction, c'est vraiment ce qui va mener à la destruction, alors que l'autosabotage, c'est un entretien. Ce n'est pas pour s'achever, pour se détruire. C'est l'autosabotage, c'est vraiment pour se nuire au quotidien, voilà. Mais sans qu'il y ait cette notion de destruction. Je pense que c'est moins fort, c'est deux choses différentes. Ah ouais, mais tu vois, Emmanuel, toi, tu dis c'est la même chose. Moi, je mets quand même, on n'est pas sur le même palier. Autodestruction, c'est vraiment, alors, je dirais que l'autosabotage peut mener à l'autodestruction, mais tous les gens qui sont dans l'autosabotage ne sont pas forcément dans l'autodestruction. Il n'y a pas ce besoin de finalité. À mon avis, quoi. Hein, ok, voilà, syndrome de l'imposteur. Merci, Azilize.
Donc en fait, une personne qui excellerait dans ce domaine ne se sent pas légitime à exercer ce qu'elle fait, ne se sent pas légitime à faire ce qu'elle fait, et donc elle supporte le syndrome de l'imposteur. Et bien là, c'est pareil, le syndrome de l'imposteur, c'est une sorte, quelque part, d'auto-sabotage. Puisque on ne peut pas, on n'arrive pas à suffisamment avoir confiance en soi, à se rassurer et à se mettre dans la position par rapport aux autres où c'est pas que je suis supérieur aux autres, c'est pas ça, c'est que je peux tout à fait accomplir les tâches qui me sont dues. Et je n'arrive pas, en fait, à me projeter, quelque part, c'est comme s'il y avait une peur du regard des autres par rapport à qui on est et ce qu'on fait. Donc moi j'assimilerais ça aussi un petit peu d'auto-sabotage, c'est-à-dire qu'on est incapable de se regarder en face d'une glace et de se dire ben ouais, je suis, sans vouloir être orgueilleux, eh bien je peux être fier de ce que je fais, je peux être fier de ce que je suis, et je vaux énormément de choses. Ok. Donc ce syndrome de l'imposteur, c'est vraiment méfiance parce que ça peut empêcher beaucoup de personnes d'avancer dans la vie, notamment, bon, moi j'en ai eu deux, trois qui sont venus, mais des personnes qui se mettent à leur compte, voilà, elles ont fait les études, elles ont pratiqué un certain nombre d'années ou auprès d'un certain nombre de clients, de personnes, et en fait, aujourd'hui, elles ne se sentent pas légitimes à pouvoir être seules, à s'assumer seules dans leurs responsabilités, à s'assumer seules en fait dans leurs tâches qu'elles vont devoir faire professionnellement. Là, on parle plus du côté professionnel, évidemment, quoi. Et c'est tout à fait dommage parce que quelque part, elles vont vibrer une certaine énergie de bah, je me sens, voilà, j'ai la tête dans les épaules, j'ose même à peine, j'exagère, mais j'ose à peine regarder les gens en face parce que j'ai peur qu'on me juge comme quoi bah, je ne suis pas suffisamment bon, je ne suis pas la personne qui correspond à leurs besoins. Alors que c'est faux et archi faux. En fait, généralement, la personne qui vient les consulter, la personne qui fait appel à elle, eh bien, c'est vraiment la bonne personne et il n'y a pas de hasard si en fait elle se rend compte par rapport à des problématiques, par rapport à trouver des solutions, quoi. Donc ça, ce syndrome de l'imposteur, eh bien c'est pareil, c'est généralement ça vient soit par rapport à l'enfant intérieur qui s'exprime comme ça, c'est vraiment un énorme manque de confiance en soi. C'est aussi une peur du regard de l'autre, hein, c'est ça. Sachant qu'on peut ne pas avoir peur du regard de l'autre pendant des années et des années. Par contre, dès qu'on est tout seul, dès qu'on est face à ses responsabilités par rapport à qui on est, eh ben là d'un seul coup, on a vraiment peur du jugement de l'autre. Donc ça c'est pareil, ça peut vraiment, on peut faire basculer d'un état de manque de confiance en soi très ponctuel par rapport à ça à non non ok, à la limite, je n'ai plus peur d'affronter le regard de l'autre, je suis vraiment aligné, je suis ancré et là, eh bien quelque part je suis tout à fait cohérent avec qui je suis et avec ce que je dois faire. Ok. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. On rencontre les gens au moment où on doit les rencontrer, voilà, ouais. Et ouais, merci Emmanuel. Donc Emmanuel que j'ai eu bah, aujourd'hui ou hier au téléphone, je sais plus, puis on a pas mal discuté, on a fait les pipelettes un peu et en fait on a parlé du sujet comme quoi bah, quelque part il n'y avait pas de hasard et quand dans une ça arrive pour beaucoup de personnes en fait, quelque part, quand on veut se lancer dans un domaine et puis qu'on rencontre mille et une difficultés, quand on veut faire certaines choses et puis qu'on rencontre mille et une difficultés, bah, c'est peut-être que c'est pas la bonne voie. Alors que quelque part, lorsqu'on veut faire quelque chose et puis que d'un seul coup, ok, forcément on rencontre la bonne personne, tiens, d'un seul coup, je vois sur une communication, bah tiens, c'est ça que je veux faire, ou ça va me permettre de développer certaines choses. Là, c'est vraiment le tapis rouge qui se déroule, et puis ok, bah, c'est qu'on est là, du coup, on est sur la bonne voie. Donc, si je reviens à mon auto-sabotage, si j'ai un message à vous donner, eh bien, c'est qu'on n'est pas, faut pas être fataliste, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que on est dans l'auto-sabotage aujourd'hui, eh bien que ça va être ad vitam aeternam, notamment pour des personnes qui peuvent être dans l'auto-sabotage affectif, par exemple. C'est-à-dire que vous avez des hommes ou des femmes qui vont entamer des relations et qui vont casser la relation alors que quelque part il y avait sûrement quelque chose de très beau à construire. Mais comme elles vont prendre peur à cause d'une relation qui leur fait peur, peut-être qui va devenir trop sérieuse, eh bien en fait elles vont faire en sorte que cette relation s'arrête. Alors là c'est pareil, vous allez me dire mais il commence à être casse-pied lui avec son jumeau perdu. Mais si, j'en reviens là-dessus. Euh, Imaginez que l'enfant qui ne fait pas le deuil d'une relation aimante avec quelqu'un, ça peut être son animal domestique,
Ça peut être un jouet, une poupée qu'il avait vraiment, lequel il avait énormément d'affection. C'est-à-dire que un enfant qui ne fera pas le deuil d'une séparation, ça peut programmer dans l'inconscient de l'adulte. Si jamais je m'attache de nouveau à quelqu'un, eh bien j'ai peur de perdre cette personne. Si jamais j'ai trop de sentiments pour une personne, ou si une personne a trop de sentiments pour moi, j'ai peur de recréer cette relation amoureuse, mais inconsciemment, je me souviens que la relation amoureuse que j'ai vécue avec, ou démente évidemment, avec mon super animal domestique, avec mon jouet préféré, ça peut être une peluche pour les petites filles, ça peut être une poupée, ou avec mon jumeau perdu, eh bien en fait non, je ne veux pas revivre ce drame et que ça va me replonger dans une énergie de deuil, de tristesse. Donc à ce moment-là, la personne va être dans l'auto-sabotage par rapport à des relations affectives. Donc là c'est pareil, il faut aller chercher l'origine émotionnelle. Qu'est-ce que la personne a vécu quand elle était enfant, remettre ça en lumière, hein, comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et puis là, du coup ça va la libérer, quoi. Donc Azilise, globalement l'auto-sabotage est très souvent toujours lié à un manque d'estime et ou de confiance en soi, non, pas forcément. Je vais te dire non. C'est 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 un non catégorique. Paf, voilà, c'est tombé comme un coup près. En fait, le truc c'est que il y a différentes sortes d'auto-sabotage et notamment celui dont je viens de parler. Quelque part, on pourrait se dire oui, l'auto-sabotage affectif, c'est parce que la personne a un manque de confiance en elle. Alors que là, non, pas forcément. Cet auto-sabotage affectif, ce n'est pas parce qu'elle a un manque de confiance en elle, c'est pas parce qu'elle a un manque de confiance en la relation. C'est pas ça vraiment l'origine du problème. C'est que inconsciemment, elle a une trouille pas possible, elle a une peur pas possible de revivre un deuil. C'est ça le truc. Par contre, pour les autres auto-sabotages, là où la personne peut se mettre en position de victime, en effet, on peut avoir des difficultés à avoir confiance en soi, des difficultés à avoir de l'estime de soi. Mais c'est pas, je pense, que c'est vraiment au cas par cas, hein. Moi, je dirais, je vais exprimer beaucoup d'humilité par rapport aux personnes que je rencontre qui viennent me voir en séance, dans le sens où je peux avoir trois personnes qui viennent avec la même problématique, mais il n'y en a pas une où l'origine sera identique à celle à l'autre, quoi. On va vraiment avoir des origines complètement différentes. Et même si les trois personnes ont eu un jumeau perdu et que l'origine est là, eh bien, limite, les ressentis ne seront pas forcément les mêmes. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment peser ses mots et puis ne pas faire de généralité, quoi. Ça serait se mettre dans l'erreur quelque part, quoi. Voilà ce que j'avais à dire en fait sur l'auto-sabotage aujourd'hui, c'est-à-dire que donc c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas et par contre, faut pas être fataliste, on peut vraiment s'en défaire assez facilement, quoi. Il n'y a pas des risques de rencontrer des choses de remontage, ouais, parce que si sur essayer de rentrer, c'est un choix personnel en fait. Si on reste vraiment sur l'auto-sabotage, ok. Une personne me consulte, me dit bah ouais, voilà, moi je n'arrive pas à me stabiliser avec une compagne ou un conjoint, j'en souffre. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Moi je vais dire oui, évidemment. Maintenant, elle est dans cette démarche de vouloir avancer. Et je dirais, alors peut-être que oui, ça va faire remonter des choses à la surface, mais le but du jeu, justement, c'est si elle est dans cette souffrance, c'est parce qu'il y a des choses qui sont enterrées là, et en effet, il va falloir les faire remonter à la surface, mais par le biais de constellations comme je fais, ce n'est pas la personne qui revit sa situation, ce n'est pas la personne, comme en hypnose, et vous avez certaines techniques d'hypnose, où la personne va se remettre dans un état de tristesse, va se remettre dans un état de catharsis parfois, pour libérer, ou c'est elle qui va évacuer en fait ce non-dit émotionnel, ce drame émotionnel qu'elle a vécu. Là en fait c'est moi qui vais le canaliser et qui va, je dirais, l'extraire. Je sais pas si c'est le terme qui convient, mais c'est quasiment ça, c'est-à-dire que la personne s'extrait de cette énergie émotionnelle qui l'habitait et qui la conditionnait dans ce qu'elle vivait. Eh ben, sabotage financier, il y a différentes possibilités. Ça peut être, alors si c'est financier et que c'est super précis à ce niveau-là,
eh bien peut-être qu'il faut chercher dans la famille, dans du transgénérationnel, mais ça peut être aussi les parents. Est-ce que les parents n'ont pas connu de déboires financiers quand la personne était enfant? Quel est le rapport à l'argent des parents? Quel est le rapport à l'argent qu'a cette personne? Et aussi peut-être aller chercher dans du transgénérationnel. Est-ce que pour certaines personnes, certains ancêtres, le fait d'avoir eu de l'argent, ce n'est pas ça qui a créé leur faim? Par exemple, si vous avez eu des ancêtres, par exemple, qui avaient d'énormes valeurs, et puis un jour ces ancêtres ont été tués, et puis ils se sont fait voler tous leurs bijoux, tous leurs biens, eh bien quelque part dans l'inconscient collectif de la famille, c'est avoir trop de biens, avoir trop d'argent peut causer notre perte, peut causer notre décès. Et là, en transgénérationnel, c'est ce qui peut se passer pour des personnes à l'heure actuelle qui ont du sabotage financier, par exemple. Parce que, alors j'insiste bien, parce que c'est très précis. C'est du financier, c'est pas, tout comme tout à l'heure, c'était vraiment très précis, c'est de l'autosabotage, je dirais, par rapport à une vie affective. Mais ça peut être aussi, donc là je vais rentrer dans des considérations tout autres, donc on y adhère ou pas. Si vous n'y adhérez pas, on va dire, je sais pas, on va dire qu'à côté de vous il y a une poubelle virtuelle, et là pendant les 2 minutes où je vais parler, si ça ne vous plaît pas, si vous ne voulez pas y adhérer, il n'y a pas de problème, vous mettez ça dans votre poubelle virtuelle. Donc ce que je vais vous dire, c'est par rapport à des vies antérieures. Imaginons que dans d'autres vies ou dans une autre vie, vous ayez été confronté justement à cette fatalité où vous avez eu trop d'argent, trop de biens, vous étiez trop riche, et puis ça a causé votre perte. Ça peut être pendant, alors je sais que par chez nous, là, donc sur Nantes, pas très loin, il y a eu les guerres de Vendée, où il y a eu d'énormes massacres en fait. Vous avez des bourgeois, de l'aristocratie qui se sont fait massacrer, mais en France, d'une manière générale, en fonction de la période dans laquelle on était, et bien en fait, si vous faisiez partie de ces aristocrates, de cette bourgeoisie dans des vies antérieures et que, en fait, on vous a brûlé, on vous a tué parce que vous aviez trop de biens, trop d'argent, eh bien, quelque part, dans cette vie-ci, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez faire en sorte de ne jamais avoir trop d'argent, justement, inconsciemment. Malheureusement, c'est pour ne pas y laisser votre peau, quoi. Ok? Pouvons-nous mettre en place des choses par nous-mêmes pour stopper l'autosabotage? Ouais, moi je dirais, alors, de là à y arriver à 100%, à mon avis, ça peut être compliqué, il faut se faire accompagner. Mais dans un premier temps, c'est déjà en prendre conscience. Est-ce que quelqu'un qui peut être dans l'autosabotage affectif ne se rend pas compte qu'il est dans l'autosabotage affectif, puisque pour lui, c'est normal. Ce sont toutes ces relations affectives qui se passent comme ça. Quelqu'un qui est toujours en retard va se dire, ouais, je sais, c'est embêtant, mais c'est normal, c'est mon fonctionnement. Donc déjà, c'est la première chose d'en prendre conscience, ce qui n'est pas forcément évident, mais c'est vraiment une première étape. Et puis après, je dirais, essayez, je dis pas que c'est évident, mais quand on est tout seul, c'est essayer de mettre en place certaines routines, comme par exemple, se dire, ok, maintenant, je sais que j'arrive en retard. Il y a des gens, c'est comme ça, je veux dire, ils arrivent en retard tous les matins à leur boulot. Et bien d'essayer de se discipliner en se disant, non, je mets mon réveil à sonner 10 minutes plus tôt. Alors c'est rien en fait, mais ça peut carrément changer la vie de la personne. Mais peut-être que même en mettant son réveil 10 minutes plus tôt, en fait, elle va passer plus de temps dans sa salle de bain ou va prendre son petit-déj et elle arrivera toujours en retard. Mais parce que inconsciemment, il y a des blocages émotionnels qui font que elle génère cette énergie-là, elle génère ce mouvement d'auto-sabotage. Donc c'est vrai que tout seul, à mon avis, c'est compliqué sans qu'il y ait un minimum d'accompagnement. Mais il faut essayer. Ouais. D'accord, parce que par exemple, à titre perso, à plusieurs reprises, j'ai essayé d'accéder à certains souvenirs par l'hypnose et la lecture des annales akashiques, et clairement, je me suis fait fermer la... Attends, j'ai affiché plus. La porte au nez, mort de rire. D'où ma question, lol. Alors attends. Ouais, mais en fait, l'hypnose, c'est une très bonne technique, mais il y en a d'autres, hein. Il y a la mienne. Ouais, faire remonter des choses à la surface, ok. En constellation, que ce soit en groupe ou en individuel, c'est vraiment donc là en individuel, c'est moi qui incarne les ancêtres, c'est moi qui incarne votre enfant intérieur, c'est moi qui vais incarner des vies antérieures. Donc en fait, c'est moi qui vais ressentir les conflits émotionnels, les émotions. Par contre, la personne qui me consulte, elle, je lui demande d'être aussi dans ses ressentis émotionnels, physiques, corporels, puisque là où c'est super intéressant, c'est que généralement, lorsque par exemple une personne est en train de se libérer d'une énorme colère, eh bien elle le ressent dans son corps physique.
lorsqu'elle est en train de se libérer d'une loyauté envers un ancêtre, généralement les personnes me disent bah ouais, j'avais comme un poids sur les épaules. Là c'est parti, la personne très souvent en fait elle se redresse, elle se tient plus droit, elle va sentir comme un allègement au niveau de ses épaules, ça peut être aussi au niveau thoracique. Et puis en fait la séance évolue comme ça, mais la personne ne va pas forcément ressentir émotionnellement ce qui se passe, mais c'est plutôt physique. C'est-à-dire que l'émotionnel, c'est vraiment engrammé au niveau des cellules, au niveau de son corps, et c'est ça que ça vient libérer, quoi. Vous avez des personnes, je sais que j'en ai eu quelques-unes, si je leur demandais, bah, est-ce que tu peux réussir à respirer à plein poumon, et ben en fait, avant la séance, non, c'est des personnes qui ne respirent quasiment pas à plein poumon, quoi. Et après, au bout d'un moment, au fur et à mesure que la séance évolue, eh bien, ouais, ça y est, là, je peux écarter les bras, je respire de nouveau à fond, et ça leur fait un bien fou, quoi. C'est vraiment magique, quoi. Donc voilà, si pour vous c'est ok, 9h moins 5, il n'y a pas d'autres questions, mais écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, en fait, je fais des séances soit en présentiel, soit en visioconférence, hein, ça marche exactement de la même façon. L'avantage du présentiel, bah, c'est qu'on est présent l'un avec l'autre, donc en fait ça a ce côté qui est quand même plus sympathique. C'est quand même bien de pouvoir faire connaissance avec les gens en vrai, en physique. Et après, bon, en visio, les résultats sont exactement les mêmes en fait. C'est-à-dire que moi, quand je ressens des émotions d'une personne, que la personne soit à 1 mètre de moi, qu'elle soit à 10 centimètres de moi, ou qu'elle soit à 500 km, en fait, c'est exactement la même chose, quoi, hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand en constellation, on vient chercher une origine émotionnelle chez un ancêtre, et que cet ancêtre soit décédé il y a 200 ans, là, il n'y a plus cette notion de distance. Là, il n'y a plus. En fait, on est vraiment dans ce qu'on appelle des thérapies quantiques. Il n'y a pas de notion de lieu, de temps, d'espace. En fait, les informations émotionnelles existent, elles sont là. Elles sont passées avant, elles sont passées il n'y a pas très longtemps, ou elles sont passées il y a 100 ans. Peu importe, l'information est là, on va la chercher, on la met en lumière, et puis du coup, ça libère la personne. Eh bien, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir assisté à ce Facebook Live. Donc, cette partie-ci, elle est en deux parties. Cette partie-ci sera en replay sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker, hein. Moi, ça me permet de faire une émulsion et puis du coup de me faire connaître aussi, évidemment. Et il y a la première partie. Donc, je ne sais pas si elle est enregistrée, si elle sera sur Facebook. Je vais essayer de la récupérer. Et puis, en tout cas, bah, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous et puis bah, j'espère à très bientôt et en tout cas à mercredi prochain. Allez, goodbye, au revoir.